N'est pas sans introduire, vous avez compris, c'était le principe, la thématique de la soirée, au moins en illustrant un certain nombre de manières de gérer le risque. Donc je ne sais pas si vous avez reconnu à un moment ou à un autre le principe de précaution. Entre les lignes, c'était pas forcément l'objet, vous avez remarqué, c'était pas une pièce didactique censée nous apprendre ce que c'était que le principe de précaution, mais plus nous faire réfléchir et illustrer un certain nombre de points. Alors, ce que je vous propose, avant de donner la parole à nos deux intervenants qui vont préparer un propos qu'ils vont nous soumettre, c'est d'abord, bien sûr, de les présenter, et puis je vais juste leur demander à eux, l'un après l'autre, s'ils ont une réaction comme ça à chaud sur ce qu'ils viennent de voir. Et puis, bien sûr, vous aurez aussi la possibilité de vous exprimer là-dessus. Les comédiens nous rejoindront, vous pourrez leur poser des questions. Je vous propose qu'on fasse ça dans la séance de débat qui suivra les deux interventions. Alors donc, je vais vous présenter, pendant qu'ils réfléchissent à ce qu'ils vont dire sur la pièce, Alexei Greenbaum et Thierry Weil. Alexei Greenbaum, vous êtes chercheur au laboratoire LARCIM du CEA à Saclay. Vos travaux portent sur les fondations de la physique, d'une part, et notamment la théorie quantique, et sur la philosophie et l'éthique des sciences, d'autre part. Donc un parcours très très diversifié. Comme vous pouvez le supposer, à son prénom, Alexei est russe, et il a intégré l'école polytechnique avant de faire toute sa carrière en France. Et en particulier, depuis 2003, il s'intéresse aux questions éthiques et sociales des nouvelles technologies, et en particulier les nanosciences et les nanotechnologies. Alexei, vous étudiez les incertitudes du progrès technique et leurs impacts sur la gouvernance, l'application du principe de précaution et la perception des innovations technologiques par le public. Vos publications sont également dédiées aux grands récits technologiques et à l'analyse de la responsabilité des chercheurs. Il me semble me souvenir que dans vos publications, on trouve un titre qui s'appelle « Le golem nanotechnologique ». Et d'ailleurs, finalement, cette pièce n'était pas sans nous rappeler un certain nombre d'objets culturels, tels que peut-être, ça vous a peut-être fait penser aux dieux sont tombés sur la tête, avec la bouteille de coca qui vient bouleverser une petite communauté, ou bien Ravage de Barjavel, ou bien sûr les ludiques, les briseurs de machines, etc. Je suis sûr que ça vous aura stimulé. Alors, dans vos publications, vous appliquez les concepts anthropologiques afin de comprendre la fonction des images des nano-objets. Vos recherches plus récentes portent sur les questions éthiques de la biologie de synthèse, très à la mode également, notamment la notion de vie dans le contexte éthique et historique. Je vais également présenter Thierry Weil. Vous êtes vous aussi polytechnicien, licencié de philosophie et de logique, docteur en physique, ingénieur général des mines et professeur à l'école des mines Paris-Tech, mais également membre de l'Académie des technologies. Donc, on ne peut pas inviter n'importe qui ce soir. Vous avez donc successivement été chercheur, ingénieur de développement, directeur technique chez Thales, directeur des recherches puis enseignant-chercheur à l'école des mines de Paris, conseiller technique du Premier ministre, fondateur de l'Observatoire des pôles de compétitivité et président de l'Observatoire des sciences et des techniques, et je pense que j'en oublie encore. Vous avez conseillé diverses entreprises et institutions dans le domaine du management de l'innovation, des politiques publiques d'innovation et animé depuis 1997 le séminaire Innovation à l'école de Paris du management. Vous êtes enfin le délégué général de la Fabrique de l'Industrie, et il me semble d'ailleurs que votre propos de ce soir sera directement tiré des travaux de ce groupe. Alors, pour commencer, donc, juste en quelques mots, vos réactions, si vous en avez, à chaud sur cette pièce de théâtre, et puis ensuite on laissera la parole à Alexei. C'est déjà allumé. Pierre et Richard Emmanuel. Toi, tu es déjà allumé. Et quelle est la différence? Bah, on en parlera. D'accord. Merci pour cette introduction très énigmatique. Merci, je vais être plus ras du sol et moins énigmatique qu'Alexei. Bon, moi j'ai trouvé la pièce très sympa et extrêmement pédagogique.
Elle illustre le propos qu'on entend souvent avec leur principe de précaution, on ne peut plus rien entreprendre. Bon, je pense que dans la discussion, on verra que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais la pièce, d'une part, illustre très bien ça, et d'autre part, elle rappelle quelque chose de fondamental, c'est qu'on ne peut pas prouver l'absence de risque de quoi que ce soit. On peut montrer que certains scénarios ne se sont pas produits, que certains mécanismes n'existent pas, mais par définition, il suffit d'une expérience pour prouver un risque, et aucune expérience ne peut prouver qu'il n'y a pas de risque. Et je trouvais que la pièce montrait de manière extrêmement stimulante les différentes réactions qu'on peut avoir face à l'incertitude, face à l'inconnu. Merci pour cette invitation. C'est un plaisir de parler ici. J'ai prévu de parler assez rapidement, j'espère, de ce qu'on appelle par cette phrase que j'ai trouvée. Et je l'ai trouvée. Vous voyez, c'est pas tout à fait allumé. Il n'est pas allumé. Non, il est sur off. Ouais, en plus, il n'a pas de nom, hein. Il ne s'appelle pas Richard Manu, donc elle ne s'est pas fait. Voilà. Alors, j'ai trouvé cette phrase dans ce rapport de l'Assemblée nationale qui fait plusieurs centaines de pages. Vous voyez où on éteint la lumière vous voyez, d'accord. Bon, en tout cas, ce qui m'intéresse dans cette phrase, c'est cette combinaison de deux adjectifs, juridique et politique. Et ce que je vais essayer d'explorer avant d'en venir au principe de précaution en tant que tel, c'est pourquoi il y a ce mot-là qui s'est mêlé de cette affaire. Que signifie ce mot politique dans cette phrase retenue comme intitulée du chapitre 1, premier, du rapport de l'Assemblée nationale sur le principe de précaution. Mais pourquoi politique? Alors, avant même de vous parler, et vous avez remarqué tout à l'heure, des crises de violence terribles, n'est-ce pas, et comment la ville de cette petite cité qui s'appelait La Boîte, comment la vie de cette petite cité a été bouleversée par l'arrivée de l'objet jamais testé. Alors, donc on va parler des cités, et justement de la vie des cités au sens politique. Je vous rappelle, police, c'est la cité. Mais avant cela, ça c'est la définition de l'éthique des sciences et des techniques. C'est ma définition préférée. Alors, qu'est-ce que vous y voyez, vous? Vous y voyez la métaphore de la condition humaine, n'est-ce pas, avec Adam et Ève, avec ce pastiche d'un tableau de Lucas Cranach. Et puis, il y a quelque chose entre leurs mains. Il y a cet iPod qui, on dirait, change, ou peut-être ne change pas, la condition humaine, parce que c'est la métaphore même de la condition humaine. Et alors, pour moi, l'éthique des sciences, c'est tout d'abord une réflexion sur le sens de la modification de la condition humaine qu'apporte la technique. L'éthique des sciences, ce n'est pas de coller des étiquettes, ça c'est bon, ça c'est pas bon, mais c'est de réfléchir sur le sens du changement qui advient. Alors, vous voyez d'autres choses sur cette image. Vous voyez cette chimère là, à gauche, et puis, bon, vous pouvez penser, bien sûr, aux biotechnologies. Et puis, vous voyez le philosophe grec déchu par le philosophe grec. Et puis, peut-être, vous voyez aussi cette pomme avec un visage humain. Alors, cette pomme, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que c'est une pomme qui a acquis des droits de l'homme, qu'il faut protéger? Ou est-ce que c'est un être vivant qui a juste décidé de prendre la forme d'une pomme? Pourquoi pas? Bon. Vous voyez, on peut imaginer beaucoup de choses différentes à partir d'une image comme ça. Et puis, vous voyez peut-être aussi le violon sur le tronc d'arbre. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, vous voyez qu'une image comme ça, une vue d'artiste, elle, tout de suite, elle nous pousse vers plusieurs interprétations et plusieurs interrogations. Et juste pour vous dire que ça, ce que je vous montre, ce n'est pas une image obscure imaginée par un philosophe ou un artiste obscur, c'est la couverture de The Economist, la revue, une très sérieuse revue, lue par des millions de gens dans le monde entier, et qui à un moment
a posé cette question sur le sens du progrès technique et qui, donc aujourd'hui, cette question est au centre des préoccupations de la société. Alors, vous voyez que la société tout entière, si vous voulez, ce grand monde dans lequel nous vivons, l'ensemble des cités ou la cité mondiale, si on peut dire, cette police mondiale au sens grec du mot, elle se pose la question sur le sens de ce que lui apporte la technique. Alors, est-ce que c'est pour le bien ou pour le mal, ou est-ce qu'on peut y penser différemment? Et on va justement en parler un peu, et puis essayer d'y réfléchir ensemble. Et je vais commencer, bon, avec ma casquette de philosophe, quand même quelques mots sur les grands philosophes du XXe siècle. Je vous ai montré une définition de l'éthique des nouvelles technologies en un slide avec une image. Maintenant, bon, une phrase un peu plus complète. Hans Jonas, un des grands philosophes de la technique au XXe siècle, dit dans son livre paru dans les années 70, donc après le début des nouvelles biotechnologies, de l'ingénierie génétique, il dit ceci: aujourd'hui, la puissance humaine et son excédent par rapport à toute préconnaissance certaine des conséquences, ont pris de telles dimensions que le simple exercice de notre pouvoir, qui constitue la routine de notre civilisation, devient un problème éthique. Vous voyez les mots-clés ici. Alors, on agit plus vite qu'on ne comprend, qu'on ne prévoit les conséquences de ce que nous allons faire, de ce que cela va nous faire aussi. Et ça, c'est pour Jonas le problème éthique. Alors, Jonas, évidemment, n'écrit pas non plus dans le vide, ça se lit, cette phrase, ce sens de problème éthique que pose Jonas. Ça se lit quand vous lisez par exemple une revue comme Nature. Donc dans Nature, il y a quelques années, est paru ce sous-titre assez parlant, In the History of Technology, Reacting After the Event. Donc réagir après l'événement, usually means reacting too late to do anything. Mais alors, si on ne sait pas ce qui va advenir, on doit attendre, mais si on réagit trop tard, on attend trop, alors ce sera trop tard, donc il faut agir en amont, et si on agit en amont, on n'a pas de certitude, et donc on a de l'incertitude, et dit Hannah Arendt, c'est cette incertitude même qui devient le trait caractéristique de notre nouvelle condition humaine, de la condition technique. Regardez ce qu'est dit Hannah Arendt dans ce livre magistral que je conseille à tout le monde, La condition humaine, paru en 59, donc vous voyez, bien avant les biotechnologies, bien avant les technologies de l'information. Pour elle, la nouvelle technologie de l'époque, en 59, c'était en 57 le lancement de Spoutnik, donc les voyages dans l'espace. C'était la dernière vague des nouvelles technologies pour Hannah Arendt. Et elle dit alors, l'incertitude plutôt que la vulnérabilité devient le trait décisif des affaires humaines. Vous voyez qu'il y a un lien entre Jonas et Arendt dans cette pensée. Et donc l'incertitude, c'est quelque chose qui est vraiment au centre de la nouvelle condition humaine dans le monde technologique. Alors, quelle incertitude? Et il y a toute une typologie des différentes notions d'incertitude. Alors, il y a la notion de risque. La notion de risque, c'est bien, hein, on peut tout calculer. Les managers aiment beaucoup cela. Alors, la notion de risque, ça veut dire que vous connaissez les dangers, mais aussi les probabilités de ces dangers. Et donc, vous connaissez l'amplitude par exemple, tel effet qui pourrait advenir, et vous pouvez multiplier la valeur de ce que vous allez gagner ou perdre par la probabilité de gagner et perdre du calcul, comme en théorie de décision en économie. Mais il y a d'autres types d'incertitudes. Par exemple, il y a des types d'incertitudes. Un type, bon, les noms sont à moi. Hein, c'est pas, les termes que je mets là, ce ne sont pas nécessairement des mots de Arendt. Mais il y a un autre type d'incertitude où, par exemple, vous connaissez les conséquences possibles, vous savez dire quelles sont les conséquences possibles, mais vous ne connaissez absolument pas les probabilités. Alors, il y a pire que cela, par exemple, où vous ne pouvez même pas, alors par exemple, quatrième catégorie, ignorance, peu importe, vous ne pouvez même pas imaginer les conséquences, vous n'avez pas de langage, de mots pour les dire, vous ne savez pas quel est le champ de ces conséquences possibles. Et alors, dernier élément,
c'est que, pas seulement vous ne savez pas dire quelles pourraient être les conséquences, mais le fait de mettre en marche le truc va lui-même changer les conséquences possibles. C'est-à-dire, quand le truc marche, la définition de ce qui est trop cool ou pas trop cool change aussi. Vous voyez, donc la coolitude, elle coule bon, elle change. Bien, donc vous voyez que le principe de précaution, dont nous allons parler dans un instant, il fonctionne pas mal avec le premier type, avec le risque mesurable. Et il prétend de pouvoir fonctionner aussi pour le deuxième type, pour le cas où les dangers sont connus, mais les probabilités ne le sont pas. Mais au-delà de ces deux catégories-là, ça commence à être vraiment compliqué pour des principes d'action comme le principe de précaution. Alors, le principe de précaution, donc, je viens de dire encore un petit interlude là avant de parler du principe politique. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la relation science-société aujourd'hui? Bon, je me suis permis de prendre un exemple des nanotechnologies, que je connais bien. Et on pourrait parler d'autres exemples, de la biologie de synthèse, de la robotique, des technologies de l'information, comme vous voulez. Il y a plein de nouvelles technologies socialement visibles et importantes. Alors, la Commission européenne organise depuis des années des projets. J'en ai compté 47 pour discuter avec la société des conséquences des nanotechnologies. Les différents pays organisent des dialogues nationaux, des débats nationaux sur la nanotechnologie. Regardez la différence de ces images. Alors, la France, elle est où? Ça, c'est le site web de tel débat national sur les nanotechnologies dans un pays européen. Alors, vous voyez, par exemple, en Allemagne, c'est une grande société, BASF, qui organise ce débat, BASF. Aux Pays-Bas, en haut à gauche, c'est un professeur très important qui vous regarde. En bas à gauche, c'est l'Angleterre, vous imaginez bien. Donc il s'agit toujours du même contenu scientifique, mais présenté très différemment. Et puis là où il n'y a que des mots et des milliers de pages d'articles et des rapports à lire, et beaucoup de philosophie dedans, ça c'est la France. Mais il n'y a pas de Russie. Hein. Bon, et la Russie n'a rien fait du tout. Mais vous voyez qu'on parle du même contenu scientifique avec des façons de le présenter à la société, mais plusieurs façons très différentes. Pourtant, c'est la même science, c'est le même contenu, mais le message envoyé et le message perçu ne sera pas du tout le même, en fonction de la façon d'en parler avec la société. Et puis, ça ne fait pas grand-chose à la société. Quelle que soit votre façon de procéder, je dois vous dire, autant en France, on a vu après ce débat-là que je viens de vous montrer, autant l'opinion publique, les connaissances du public sur les nanotechnologies n'ont pas bougé d'un iota, plus ou moins. Autant la même chose s'est produite en Suisse, donc ça c'est pas du tout un phénomène typique unique pour la France, c'est typique pour tous les débats sur la nanotechnologie un peu partout en Europe et même au-delà. La connaissance, quelque temps après, la connaissance des croix devient plus abstraite, etc. Et puis vous commencez à voir, au bout de quelques années encore, des choses assez magnifiques de ce type-là. Alors voilà, l'ANSES, l'Agence sanitaire française, nationale, publie il y a un mois, en mai 2014, je voulais quand même vous mettre une nouvelle récente, là, une actualité, publie un rapport sur les nanomatériaux, sur les questions de sécurité liées aux nanomatériaux. Et puis, dans ce rapport, elle parle des questions d'éthique véritable, soulever des problèmes d'éthique véritable, ça j'aime beaucoup le mot véritable, où il propose de parler des principes moraux de sincérité et de transparence et évoque naturellement le principe de précaution. Et le jour même, je crois, sort dans Le Monde un article avec ce titre magnifique. Vous pouvez comparer les principes de sincérité et transparence avec la sincérité de ce titre, les nanomatériaux, ennemis invisibles et omniprésents. Et vous voyez que, bon, l'application de ces principes peut-être est un peu reportée pour l'avenir. Bien, donc vous voyez que la situation sans société, la situation qui nous intéresse, cette situation politique, elle est assez tendue, mais il y a clairement aussi des problèmes de langage, des mots, de la perception de ces mots, et au-delà des mots aussi des images. Vous avez vu des images très différentes. Et donc les relations sans société, ce n'est pas seulement de la vulgarisation scientifique, est-ce que le citoyen lambda peut comprendre la mécanique quantique, mais c'est aussi quel message, comment sera-t-il perçu, quelle sera la réaction, est-ce que c'est un débat
de pure compréhension ou est-ce que c'est un débat politique? Mais politique pas au sens du clivage gauche-droite, mais au sens de la vie commune dans la cité. Alors, le principe de précaution, il faut que j'avance un peu. Le principe de précaution, j'ai pris la formulation la plus courte qui a le mérite justement de durer quelques secondes de moins que celle que vous avez entendue au début de la pièce de théâtre. Ce qui est important dans cette formulation, elle est à peu près la même. L'absence de certitude, etc. Donc on voit beaucoup de mots-clés que vous avez déjà entendus, donc je ne vais pas les répéter. Alors, ce qui est important ici, ce sont deux mots. D'abord, le mot conséquence ou conséquentialisme, c'est-à-dire on se penche sur les conséquences de quelque chose. Alors, avant d'agir, on se demande quelles pourraient être les conséquences. Ça, en éthique, c'est un type de réflexion éthique qui s'appelle conséquentialiste. Il y en a d'autres. Par exemple, il y a, avec la casquette de philosophe, de l'éthique de vertu ou de l'éthique déontologique avec des règles préétablies. Alors là, il n'y a pas de règles préétablies. On nous dit réfléchissez aux conséquences possibles et puis vous allez formuler votre décision en fonction de ce que vous aurez décidé sur les conséquences. Mais comme je vous ai montré avec le 5e type d'incertitude, le fait de lancer même le processus en dynamique, en marche, pourrait lui aussi influencer pas seulement la gravité des conséquences, mais notre compréhension même de ce qui pourrait en découler ou pas. Tout à l'heure, d'ailleurs, le débat sur est-ce que c'était le truc qui a tué ou pas le truc qui a tué, ça vous a montré un petit exemple de cela. Bien, alors, deuxième mot-clé dans cette histoire, et ça c'est le mot extrêmement problématique dont je pense que je vais laisser Thierry parler, parce que je suis sûr qu'il va en parler, c'est le mot proportionné. Alors, on aime beaucoup le mot proportionné. Qu'est-ce qui est proportionné à quoi dans cette histoire? Mais évidemment, ce n'est pas dit. C'est à nous de l'interpréter. Proportionné, selon qui est la proportion, son coefficient. Vous voyez que tout le débat va porter, tout le débat concret, dans des cas concrets, va porter sur ce mot proportionné, des actions proportionnées. Je ne vais pas moins en parler ici, mais peut-être qu'on en parlera dans la discussion. Je pense que c'est quand même un mot extrêmement important. Alors, continuons. Ouais. Est-ce que tu peux juste bien traduire le... Oui, parce que j'ai pris le texte anglais du traité de Maastricht. Alors, l'absence de certitude, étant donné l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, ne doit pas retarder l'adoption des mesures effectives et proportionnées de prévention, alors effectives et proportionnées de prévention, qui ont pour but d'éviter le risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement au coût économiquement acceptable. Bon, il y a beaucoup de mots-clés problématiques dans cette histoire. Et le mot proportionnel, justement, je l'ai souligné, mais il y a d'autres, par exemple, irréversible, ça veut dire quoi exactement dans cette histoire-là? Parce que l'environnement évolue, donc irréversible, l'écoulement d'une rivière est irréversible, n'est-ce pas? Alors bon, il y a beaucoup de mots intéressants dans cette phrase, mais ce qui m'intéresse, ce sont les réactions, parce que je sais qu'il y a des industriels dans la salle, quelques industriels en tout cas. Alors j'ai pris comme exemple la réaction de l'institution à laquelle j'appartiens, du CEA. C'est un texte que le CEA a très officiellement soumis à l'Assemblée nationale en réponse d'une lettre de deux députés qui avaient à l'époque demandé au CEA comment le CEA appliquait le principe de précaution. Et le CEA il a publié tout un document, et dans ce document, la première chose qui apparaît, et ça c'est intéressant, c'est que le principe de précaution, ça aide à promouvoir la recherche. Vous n'êtes pas étonné? Alors, je prendrai les questions après, c'était rhétorique, pardon, comme question. Ça aide à promouvoir la recherche, mais bien sûr, parce qu'il faut, là où on ne sait pas s'il y a du risque, il faut faire des recherches pour mieux définir s'il y a du risque ou pas, pour connaître ses probabilités. Donc, c'est tout à fait logique. Donc, vous voyez que, pour commencer, les institutions de recherche, et peut-être aussi les entreprises, doivent être contentes
qu'il existe le principe de précaution, parce que ça préconise à faire davantage de la recherche. Ça, c'est la première remarque. Mais ensuite, si vous regardez, et là je pense que s'il y a des représentants des compagnies industrielles ici, vous allez reconnaître un peu les lignes de réponse typiques. Ça, excusez-moi pour ce transparent un peu technocratique, les lignes de réponse typiques à l'interrogation sur le principe de précaution. Donc d'abord, il faut prendre garde aux mauvaises interprétations du principe de précaution, n'est-ce pas? Donc il y a bien des interprétations que nous allons tout de suite qualifier de mauvaises. Alors, qu'est-ce qui est mauvais et qu'est-ce qui n'est pas mauvais? Ce n'est pas écrit dans le texte, c'est à nous de l'interpréter, donc chacun va interpréter, mais vous voyez bien le mot mauvaise apparaître. Ensuite, on l'a déjà appliqué, ça c'est une autre réaction extrêmement fréquente, quand vous lisez pas seulement notre réponse du CEA, mais aussi beaucoup d'autres réactions soumises à l'Assemblée nationale. La plupart contiennent cette idée qu'on n'a pas attendu la charte de l'environnement pour appliquer le principe de précaution. Et d'ailleurs, dans l'industrie privée et dans le secteur privé, en grande partie, c'est vrai, parce qu'ils sont légalement responsables des conséquences qu'induisent les produits qu'ils mettent sur le marché. Et s'ils mettent sur le marché des choses qui vont créer des dommages, alors ils sont légalement responsables pour ces choses-là, surtout dans les jurisprudences anglo-saxonnes, mais aussi en France. Enfin, les degrés de responsabilité dépendent des jurisprudences. Donc c'est vrai en plus qu'on n'a pas attendu le principe de précaution pour appliquer ce principe d'action. Et puis finalement on a mené aussi des recherches, donc ça c'est tout à fait typique aussi, si vous parlez avec une entreprise comme L'Oréal par exemple, ils vont vous dire exactement la même chose. Non seulement on n'a pas attendu la charte de l'environnement pour appliquer ce principe, mais on mène déjà des recherches et on souhaite, avec le principe de précaution, que le gouvernement soutienne davantage les recherches que nous menons. Donc voici les réactions typiques au principe de précaution. On pourrait en parler, si vous souhaitez, dans la discussion, et je vais aller vers ma conclusion, mais quand même la conclusion c'est la partie centrale de ce que je vais vous dire. D'ailleurs, j'ai pas mal parlé du principe de précaution dans un article très récent, enfin qui est publié l'année dernière, très récent, pas très récent, l'année dernière en anglais, dans un volume qui s'appelle Innovation responsable, mais aussi, il y a déjà quelques années de cela, dans d'autres articles publiés avec Jean-Pierre Dupuis, dont nous pourrons aussi peut-être discuter tout à l'heure. Alors, voilà ce que je vais vous dire. Par contre, excusez-moi, je vais traduire, bien sûr, cher Emmanuel. Je reprends quelques phrases, à savoir 5, quelques phrases clés de cet article. La première situation, c'est la description de la société. Alors, qu'est-ce qui se passe à propos du principe de précaution au sein de nos sociétés, et pas seulement de la société française? Et il se passe ceci. Il y a des acteurs qui disent « On demande de toutes les technologies que vous allez mettre sur le marché, qu'elles soient sûres. No data, no market. Pas de données, pas de marché. On ne veut que des technologies sûres et certifiées si possible. » Alors, d'un côté, il y a ces acteurs-là, et de l'autre côté, il y a des scientifiques, ou certains scientifiques, qui disent « Non, 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 attendez, il n'y a pas d'innovation sans risque. On ne peut pas innover sans prendre de risques. Et donc, si vous voulez profiter de tous les biens que vous apportent les nouvelles technologies, alors il faut accepter des risques. Et donc, on dit, il y a le principe de précaution d'un côté, et certains disent le principe d'innovation. Encore ce matin, j'étais dans une table ronde avec le directeur scientifique de Philips, une marque, une grande compagnie hollandaise, qui me disait « Ah, on a signé pour le principe d'innovation ». Donc vous voyez, les uns disent principe de précaution, les autres disent principe d'innovation, et là, la guerre des principes. Chacun campe donc derrière un principe ou l'autre principe. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, il se passe exactement ce que vous avez vu dans la pièce de théâtre tout à l'heure, il se passe de la violence généralisée. Parce que s'il y a deux opinions polarisées, et tout le choix que vous avez, c'est soit d'aller vers les uns, soit d'aller vers les autres, donc soit on l'allume, soit on ne l'allume pas. S'il n'y a que des opinions polarisées, du oui ou non, du choix binaire, vous allez avoir de la violence. Et je peux vous en montrer des exemples, mais vous en avez vu de magnifiques exemples ici, comment la violence apparaît à cause de la polarisation des options et des choix possibles. Si c'est oui ou non, vous allez avoir de la violence. Bien, alors, deuxième point. Qu'est-ce qui manque vraiment à ce genre d'analyse? Bah, écoutez, ce n'est pas très compliqué. Ce qui manque
à ce genre d'analyse qu'il y a les uns qui disent qu'il faut que ce soit certain, et les autres qui disent qu'il faut accepter les risques. Ce qui manque, c'est la compréhension que ce qui est mis en cause, ce n'est pas ces choses-là, ce ne sont pas ces choses-là, mais c'est la confiance même en ces énoncés sûrs. Quand vous le dites, vous êtes sûr de vous, hein, il faut accepter les risques, mais le statut même de ces acteurs, de ces agents qui le disent, est mis en question, c'est-à-dire ces phrases trop sûres d'elles. Nous vous disons acceptez les risques, et nous vous disons pas de marché. La confiance n'est pas acquise en ces acteurs de la cité, donc au sein de la cité, qui disent ce genre de choses. Et donc le problème, ce n'est pas le choix binaire en quelque sorte, pas seulement en tout cas, mais c'est aussi que ces gens qui nous parlent, on ne leur fait pas confiance comme avant, par défaut. Et ça, c'est quelque chose de nouveau, relativement nouveau, dans la situation science-société. La situation a évolué par rapport aux années, par exemple, 60. Et ça, il faut bien le comprendre, que ce n'est pas seulement une question d'autorité ou d'expertise, mais c'est aussi la mise en cause de la notion même d'autorité et d'expertise. Ça, c'est un deuxième niveau, si vous voulez, qui n'est pas du tout analysé par les principes de précaution et ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Bien, alors, qu'est-ce qui reste? Je vais peut-être vous raconter ce qui reste, et puis... non, regardez, voici ce qui reste. Il reste des émotions. Alors, dans le monde où la rationalité de ces choix est mise en cause, ce qui joue aussi, et en grande partie, ce sont les passions et les émotions. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, vous avez peut-être remarqué dans la pièce de théâtre tout à l'heure que dès qu'il s'agissait des relations amoureuses, où la voix baissait, parce que ça criait, et puis à un moment, quelqu'un baissait la voix. Dès qu'il y a eu un peu d'émotion, ou de changement d'émotion, de passion dans cette histoire, la situation évoluait. Baisser la voix, ça pouvait par exemple mener à ce que son opinion de celui qui baisse la voix soit admise du coup par tout le monde. Et donc cette histoire d'émotion, elle est fondamentale, et ce qu'il faut admettre, à mon avis, c'est qu'elle n'est pas du tout nouvelle. C'est que plutôt que d'essayer d'ériger contre le principe de précaution des principes nouveaux, innovation ou pas innovation, ce qu'il faut d'abord reconnaître, c'est que cette situation n'est pas sans précédent, on l'a déjà vu, on ne l'a pas nécessairement vu avec la technique, on l'a vu avec d'autres choses, et de ces autres choses, dans cette situation passionnée, je peux vous en parler, mais pendant le débat. Et donc, je rends la parole. Merci. Merci Alexei Greenbaum. Alors, peut-être quelques mots donc, pour rappeler qu'on soit bien d'accord sur le principe de précaution et ses conditions d'application, parce qu'on a vu beaucoup de choses. Donc le principe de précaution s'applique en situation de risque avéré, mais de risque incertain, qu'on ne maîtrise pas complètement, et il nécessite à ce moment-là l'étude des risques et l'application provisoire de mesures proportionnées à un coût acceptable. En tout cas, c'est la définition, ça fait beaucoup de choses, avec toutes les questions que posent tous ces termes. Ce que j'ai remarqué dans votre intervention, c'est que finalement, alors clairement, le principe de précaution permet de dépasser la question du rapport bénéfice-risque, qui devient évidemment un rapport ineffectif lorsqu'on ne connaît pas le risque, parce qu'à ce moment-là, le rapport, forcément, on ne le connaît pas non plus. Mais j'ai retenu aussi que finalement, en cas de situation qui était plus qu'incertaine, c'est-à-dire éventuellement ambiguë ou
il y a encore d'autres termes après, même le principe de précaution finalement devient failli à être un principe d'action. Et j'ai évidemment, donc je vais conclure sur la question des patients, qui touche, il me semble, à la question de l'acceptabilité sociale, c'est-à-dire finalement, au-delà du rapport bénéfice-risque, au-delà de l'application du principe de précaution, il y a tout un tas de passions, d'émotions qui font qu'on va être pour, on va être contre, de manière pas forcément rationnelle, et que tout ça va conduire à faire en sorte, à faire accepter ou non par certaines personnes une technologie ou non. Et donc j'ai une question alors à vous poser, parce que vous avez parlé de conditions humaines, et puis je voudrais recouper là-dessus, puis ensuite on passera la parole à Thierry Weil. Ce principe de précaution donc, peut servir à ralentir le développement de technologies qui sont potentiellement néfastes pour l'environnement et la santé, mais est-ce que vous avez connaissance d'un cas où on l'aurait appliqué parce qu'il y aurait eu un risque potentiel pour la condition humaine et la vie en société elle-même? C'est-à-dire non pas l'environnement et la santé, mais la condition humaine elle-même. Il y a bien eu des situations comme ça, mais la question de savoir si on a appliqué le principe de précaution ou pas n'est pas décidable. Et les exemples que vous connaissez très bien, bon, je vais vous en prendre un, le clonage humain. Alors, le clonage humain n'existe pas, nous sommes d'accord, mais délibérément, à un certain moment dans l'histoire, les scientifiques ont décidé de ne pas œuvrer dans cette direction-là. On a fait du clonage des mammifères relativement élevé, enfin relativement complexe, mais alors, qui a interdit quoi? Est-ce que les scientifiques ont décidé de ne pas œuvrer vers le clonage humain? Et on est d'accord, le clonage humain aurait changé la condition de l'homme dans le monde, s'il était techniquement possible. Est-ce que les autorités ont imposé des règles et les scientifiques ont obéi? Bon, évidemment, la vérité, c'est que c'était ni l'un ni l'autre, mais les deux à la fois. Il y a bien des choix technologiques, de développement technologique, des pistes qui sont possibles, mais qui ne sont pas suivies. C'est assez difficile de le dire dans les cas intermédiaires. C'est-à-dire, avec l'homme, il y a quand même beaucoup de réticence à changer l'homme ou à intervenir directement sur le corps humain, et on pourrait parler de l'augmentation des capacités humaines et du transhumanisme tout à l'heure, si cela vous intéresse. Mais ce n'est pas si évident que ça, par exemple, avec les virus. Alors, pour mieux connaître les propriétés du virus de grippe, comme vous le savez peut-être, il y a quelques années, les scientifiques ont synthétisé des virus H5N1 qui pouvaient se propager par la voie aérienne, par la voie capillaire. Cette année a été synthétisé à nouveau la grippe espagnole. Alors, non pas pour créer des pandémies ou des épidémies, évidemment, mais pour connaître le code génétique de ces souches-là, pour mieux comprendre le rôle des gènes. Et donc, ça, c'est pour augmenter les connaissances. Quel objectif magnifique. Mais en parallèle, il y a eu énormément de scientifiques qui ont levé leur voix en disant « Non, non, mais ce n'est pas acceptable de créer des choses de tels dangers potentiels. » Alors, le principe de précaution a-t-il été appliqué dans ce cas? La réponse est plutôt non. A-t-il été appliqué dans le cas de recherche sur l'homme? La réponse, c'est post factum, on pourrait dire que c'est par principe de précaution, mais c'est après les faits. Parce qu'à l'époque, bon, c'était pas très clair qui parlait au nom de quoi. Ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est que le principe de précaution, encore une fois, pour terminer, n'est pas un principe juridique, mais bien un principe politique, un principe évoqué dans le débat comme un argument, un principe de justification a posteriori, et très rarement quelque chose qui, au sens vraiment rigoureux de procédure légale, peut être appliqué à la lettre, parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de lettres dans cette formulation et beaucoup de mots qui sont extrêmement vagues. Donc, c'est un principe qui se veut juridique, mais qui en réalité est politique. Merci, ça va faire une parfaite transition, je crois, pour Thierry Weil. Donc, est-ce que ce principe de précaution est toujours bien invoqué et bien appliqué d'une part?
On a vu que ça pouvait être une chance pour les entreprises et l'innovation, puisqu'il promeut la recherche, mais ce qui n'est pas également susceptible d'entraver la compétitivité des entreprises qui se le voient appliquer, voire les dissuader d'innover. Elles sont parfois liées par le secret industriel, qui peut les empêcher d'avoir envie de donner des informations sur leurs produits. Et puis, encore une question que vous allez aborder, je crois, est-ce qu'il faut encadrer le principe de précaution par un principe d'innovation, question qui a été suggérée par Alexei. Merci. Il y a effectivement la question de fond. Que faut-il faire quand on vous propose un truc trop cool, mais dont on ne sait pas très bien, dont vous êtes les premiers utilisateurs et dont on n'a pas une grande expérience d'utilisation? Simplement, il y a des gens qui vous disent que c'est vraiment trop cool. Ça, c'est la question, la bonne question à laquelle on veut répondre. Et puis, il y a des choses beaucoup plus terre-à-terre, beaucoup plus ciblées, dont il faut rappeler à quoi elles s'appliquent, comme le principe de précaution. Donc, je voudrais juste, en introduction d'un débat, et puis l'important, c'est qu'on discute. D'abord, vous avez rappelé le texte du principe de précaution, rappelez d'où il sort. Parce qu'après tout, on fonctionne en France sur un texte de base qui est dans le préambule de la Constitution, qui n'est pas le principe de précaution, bien plus ancien, qui est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, je ne l'ai pas littéralement, donc je vais mal la citer, dit dans son article 4, on ne peut pas empêcher quelqu'un de faire quelque chose, sauf si ça nuit à autrui. Et, comme n'importe qui pourrait dire, mais peut-être ça peut nuire à autrui, on n'a pas l'habitude des couleurs de cet objet, on ne sait pas très bien ce qu'elles font, elle précise, seule la loi peut restreindre la liberté d'un citoyen d'agir. Donc n'importe qui ne peut pas dire, j'aime pas cette couleur rouge et ces petits pois, la loi doit décider, donc les représentants du peuple, si effectivement il paraît raisonnable que ces petits pois et cette couleur rouge peuvent être une source de nuisance, et à ce moment-là est fondé à l'interdire. Et donc, autrement, un droit fondamental reconnu par les textes de base de la Constitution est qu'on ne peut interdire que ce qui nuit à autrui. Alors pourquoi rajouter un principe de précaution? Parce que comme l'a rappelé Alexei, il y a, aussi bien dans le droit anglo-saxon qu'en France, le principe de responsabilité. Si je commercialise une marchandise relatée qui provoque des dégâts, ou même un médicament dont je pensais qu'il était bon mais qui provoque des dégâts, en tant qu'entreprise, je suis responsable. Alors à ce moment-là, pourquoi interdire des choses? Puisque si quelqu'un nuit et qu'il doit réparer ses nuisances, ça devrait être suffisant pour le dissuader de nuire. Oui, mais il y a un bug. À votre avis, quelle est la légitimité de l'État à imposer aux gens de posséder un permis de conduire pour conduire? Puisqu'après tout, le principe de responsabilité fait que si je conduis sans aucune compétence pour le faire, et que je tue quelqu'un, je suis pénalement responsable de mon acte. Donc à quoi bon m'imposer le fait d'apprendre à conduire? Bon, c'est que peut-être le législateur s'est dit, dans sa grande sagesse, que si n'importe qui pouvait prendre le volant d'un véhicule sans compétence, le risque qu'il faisait courir aux autres était grave et irréversible, et qu'il fallait peut-être l'empêcher de prendre son risque ou vérifier qu'il avait toutes les qualifications pour exercer cette action potentiellement dangereuse, conduire un véhicule à moteur, d'une manière qui rende le danger acceptable par rapport aux bénéfices que ça procure. Donc on a dit, après tout, il faut aller au-delà du principe de responsabilité individuelle qui permettrait à n'importe qui de prendre une voiture. L'État, de temps en temps, pour protéger les citoyens, doit dire non, on vérifie avant que les gens ont un minimum de compétences qui leur permet d'utiliser cette voiture à un risque raisonnable pour les autres. L'absence de risque n'existe pas. Dès que vous prenez une voiture, vous risquez l'accident. Mais vous pouvez rendre le risque tolérable par rapport aux bénéfices qui en résultent. Bon, pour les entreprises, c'est pareil. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'entreprises sont potentiellement comme des conducteurs sans permis et sans assurance. Elles ont un intérêt à conduire, pour des tas de raisons, mais si elles provoquent des dégâts, elles sont insolvables.
elles ne répareront pas la mort qu'elles ont causée, les dégâts qu'elles ont faits. Donc parfois, le législateur doit préempter la liberté de faire ce qu'on veut en disant non, là, on pense que la personne qui propose une action fait prendre un risque déraisonnable à tout le monde et on limite l'exposition des autres. Donc, alors, dans le cas du permis de conduire, c'est un risque connu. Enfin, pas lorsque la voiture est apparue, cette espèce de voiture rouge à petits points colorés dont on ne savait pas très bien quels seraient les dégâts. Mais quand on a laissé un certain nombre de gens essayer 5 minutes, 3 minutes, 1 minute, on commence à voir des statistiques d'accidentologie. Et donc on n'est pas dans le domaine de la précaution, on est dans le domaine de la statistique, et on sait qu'un conducteur incompétent présente tel niveau de risque, un conducteur tel compétent tel autre, et on peut définir le niveau de compétence exigé. Donc on n'est pas dans la précaution, on est simplement dans la prévention, parce qu'on connaît les statistiques. Dans certains cas, effectivement, alors quand les pouvoirs publics peuvent dire on connaît le danger lié à une activité, on le limite, ils sont au cœur de leurs droits régaliens que leur donne la Constitution. Bon, maintenant, il y a des cas où effectivement on a de bonnes raisons de penser que quelque chose est risqué. Alors tout est dans l'ambiguïté des bonnes raisons de penser que, parce que cette substance présente de fortes analogies avec des substances cancérigènes, parce que ce produit... des gens compétents peuvent imaginer comme très plausible des mécanismes qui font que ce nouvel objet présente un risque, et ce que dit le principe de précaution, c'est quelque chose de très trivial. Il n'y a pas besoin d'attendre que ça vous saute à la figure s'il y a toutes les probabilités, la plausibilité que ça vous saute à la figure, pour prendre des mesures proportionnées pour essayer d'évaluer les risques et les limiter. La première mesure proportionnée étant de faire de la recherche pour mieux déterminer ces risques. D'où la réponse du CEA, qui certes est institutionnelle, mais fait parfaitement sens. Et je rappelle que le premier jugement, à ma connaissance, au principe de précaution, a été invoqué par un tribunal. C'est celui de la Cour de Montpellier qui jugeait des faucheurs de culture du CIRAD, et qui a dit, au nom du principe de précaution, nous condamnons les gens qui ont fauché ce champ, parce que le principe de précaution obligeait à faire de la recherche pour connaître les conséquences de cette innovation, et en interdisant d'avoir les résultats de cette recherche, les faucheurs ont contrevenu à la bonne application du principe de précaution. Donc le principe de précaution n'est pas forcément celle qu'on croyait. Alors on dit souvent le principe de précaution, ah oui, alors depuis qu'on l'a mis dans la Constitution, c'est n'importe quoi. Alors en fait, pas tellement, parce que le principe de précaution, d'abord Alexei l'a rappelé, a été formulé depuis bien avant qu'il soit dans la Constitution, et le fait de le mettre dans la Constitution, dans le seul domaine de l'environnement, je le rappelle, était plutôt un acte symbolique. Alors on peut être d'accord ou pas d'accord au fait que le président de la République, voulant montrer l'importance qu'il attache à l'environnement, met le droit à la préservation de l'environnement sur le même plan, c'est-à-dire dans les textes de préambule de la Constitution que les droits de l'homme, mais en pratique, ça n'a rien changé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement de dernière instance, c'est-à-dire des jugements de cassation ou du Conseil d'État, ou du Conseil constitutionnel éventuellement, qui ait modifié une décision par rapport à des textes de loi déjà existants ou résultant de nos traités internationaux sur la base du principe de précaution. Bon, il y a eu quelques jugements très contestables où le principe de précaution a été évoqué à tort par des tribunaux de première instance, où parfois c'est pas le principe de précaution qui a été évoqué. Il y a une cour d'appel de Versailles qui a fait démonter des antennes relais en disant « Bon d'accord, pour la précaution, on ne sait pas, mais comme il y a des riverains qui s'inquiètent, c'est un trouble à l'ordre public. » Et bon, ça a été cassé ensuite en cassation. Donc, ça n'a pas introduit de nouveautés, enfin, le fait de le mettre dans la Constitution n'a pas interdit de nouveautés dans le droit. On parlera éventuellement de l'opportunité d'un principe d'innovation. On pourrait parler aussi de l'opportunité il faut inscrire dans la Constitution qu'il vaut mieux être riche et en bonne santé que pauvre et malade. Enfin, ça coûte pas cher, ça crée un droit parfois un peu inutilement bavard. Donc le vrai sujet, c'est pas le principe de précaution juridique qui est assez logique, de dire attendez pas qu'il y ait des dégâts si les dégâts sont très plausibles pour arrêter. Attendez pas
que Alexei Greenbaum renverse Richard Emmanuel pour lui faire porter, le mettre en examen, interdisez-lui de conduire s'il est manifestement incompétent. Le vrai sujet, c'est l'existence de sécurité des gens, c'est-à-dire que les gens acceptent de moins en moins d'être potentiellement mis en danger ou de prendre des risques s'il n'y a pas de bénéfice évident pour eux. Alors là, je m'inscris contre l'idée que les Français sont beaucoup plus trouillards que les autres, ou que dans le temps, ils étaient audacieux et que maintenant, ils sont devenus des poules mouillées, parce que ça ne me paraît pas du tout évident. Je suis un peu plus vieux qu'Alexei, j'ai travaillé dans le nucléaire au début des années 80. L'acceptabilité des technologies qu'on connaissait mal par les gens, à mon avis, était tout aussi peu évidente à l'époque. On a aussi, et puis de toute façon, l'exigence de sécurité. Alors, les gens sont prêts aussi à prendre des risques, mais pour un bénéfice qu'ils voient. On sait, ça n'est pas du domaine de la précaution, on a des expériences scientifiques qui disent que si vous utilisez un téléphone portable, il y a des risques. On sait que si vous l'utilisez très intensivement à proximité de votre oreille, ça réchauffe très légèrement cette zone et que ce réchauffement peut avoir des conséquences physiologiques. Bon, néanmoins, la plupart des gens trouvent que c'est quand même sympa d'avoir un téléphone portable. Donc éventuellement, ils prennent quelques précautions, ils l'utilisent avec modération, ils l'utilisent avec une oreillette, mais les bénéfices sont qu'ils acceptent un certain niveau de risque, même si ce n'est pas de la précaution. Le risque est avéré, ils le savent. Ils prennent le risque parce qu'il y a un bénéfice très important en face. En revanche, pour l'instant, c'est au moins pour les plantes génétiquement modifiées de première génération, le bénéfice que j'ai en tant que consommateur n'est pas évident. Jusqu'ici, je n'ai pas vu à Carrefour haricots OGM 1 euro, haricots pas OGM 3 euros. Auquel cas, j'aurais vu le bénéfice en disant, bah tiens, ils sont 2 euros moins chers. Oui, évidemment, ça. Donc aujourd'hui, on me dit, c'est bien, mais je n'ai aucun bénéfice à les adopter. Ça ne sera peut-être pas vrai pour des organismes génétiquement modifiés rendant des services plus utiles, mais aujourd'hui, ceux qui sont sur le marché, je n'ai aucun bénéfice en tant que consommateur à les accepter. Donc pourquoi prendrais-je un risque ou même une présomption de risque s'il n'y a pas de bénéfice en face? Donc je suis parfaitement rationnel en disant prouvez-moi qu'il y a un bénéfice, et alors selon l'étendue de le bénéfice, je réfléchirai à accepter éventuellement un risque ou un risque de risque, comme pour mon téléphone portable où ça fait très longtemps que je prends, ou ma voiture où je la prends de temps en temps, en sachant pourtant à chaque fois que je démarre que je prends un risque. Donc l'exigence de sécurité des populations, c'est un fait social. Un fait social, c'est pas bon ou pas bon. Ça existe, on en tient compte. Les gens demandent quelque chose, il faut faire avec et y réfléchir. Alors on dit les Français sont plus trouillards qu'avant, c'est pas forcément vrai. Néanmoins, c'est un peu vrai dans certains domaines parce que entre le sang contaminé, un certain nombre de scandales sanitaires, le Mediator, les gens ont effectivement perdu confiance dans la faculté des autorités à les protéger. Donc effectivement, ils ne considèrent pas que Maquis, qu'un État bienveillant, régulateur génial, va les protéger de toutes les vicissitudes du monde. Mais ça, c'est parce que l'homme s'adapte plus vite que le singe et qu'il lit les journaux. Deuxièmement, sur certains sujets, on est plus précautionneux que les Américains. On est un peu plus réticents, par exemple, vis-à-vis des OGM, alors qu'eux ne savent pas ce que c'est, donc ils ne sont pas réticents. Enfin, c'est pas une vanne. Hein. Si vous demandez à un Américain moyen, il ne sait pas ce que c'est qu'un OGM, ou alors il croit que les tomates non OGM n'ont pas de génome. Donc il faut déjà une certaine culture, une certaine sensibilisation pour se poser une question. En revanche, sur le tabac, les Américains sont infiniment plus parano que nous. Ou sur les procédures de mise sur le marché de certains médicaments ou de certains produits chimiques, ils sont beaucoup plus exigeants que nous. Donc chacun a ses domaines de fantasme. Enfin, de fantasme, ou disons, de sensibilité, de risque qu'il est plus ou moins prêt à accepter, ou de risque qu'il considère comme négligeable. Et des études assez sérieuses ont été faites, montrant sur 200 types de dangers qu'il n'y avait pas une très grande différence de structure entre les Américains et les Européens, mais qu'ils n'étaient pas sensibles aux mêmes choses. De même, on dit les Allemands légifèrent d'une manière beaucoup plus respectueuse de leurs entreprises et de leur compétitivité, mais sur le nucléaire, je n'ai pas l'impression que les Allemands soient beaucoup plus allants et beaucoup plus entreprenants que nous.
Donc face à cette pression des gens qui disent « Attendez, on ne vous croit plus sur parole, on veut être sûr qu'on est protégé, on veut être sûr qu'on ne met pas de cochonneries dans les rayons des magasins ou en libre circulation », les pouvoirs publics sont complètement désarmés et sont assez peu crédibles. Donc ils veulent s'éviter des ennuis à titre individuel. Enfin, le législateur ou la personne qui fait un règlement ou la personne qui fait appliquer le règlement a très très peur d'être mise en cause. Donc il fait des règlements parfois totalement disproportionnés par rapport à l'objectif de sécurité. Mais ça, c'est un autre fait social, ça n'a rien à voir avec le principe de précaution. Et c'est pas le fait que le principe de précaution soit ou pas dans la Constitution, soit ou pas rédigé de telle ou telle manière, qui peut être une gêne pour l'industrie ou pour n'importe quel acteur économique, c'est le fait que des gens émettent des régulations ou des interdictions pour se protéger, cover your ass, comme on dit en anglais, pour pas avoir d'ennui, ne pas être mis en cause en cas de pépin, et ça n'a rien à voir avec le principe de précaution. Je donne un exemple connu qui n'a rien à voir avec le principe de précaution. Il y a un peu plus d'une dizaine d'années, il y a eu un accident dramatique d'ascenseur. Quelqu'un a été sévèrement handicapé. En plus, dans la ville dont le maire était ministre du Logement, donc il n'était pas question de ne pas montrer aux citoyens qu'on ne réagissait pas devant ce fait horrible. On a fait des législations, des réglementations de mise en sécurité des ascenseurs qui ont coûté 8 milliards pour économiser environ 5 accidents graves par an pendant une dizaine d'années. De toute façon, les ascenseurs sont régulièrement remis aux normes et que cette accélération, il aurait été 10 ans plus tard d'une manière ou d'une autre. Donc on a dépensé, selon certains auteurs, 8 milliards pour éviter au plus 50 morts. Alors on peut dire la vie n'a pas de prix, 8 milliards c'est normal, tous les copropriétaires de France et de Navarre ont réglé la note. Là en plus c'était même pas l'État, donc c'était facile à prendre comme législation. On peut dire aussi, dis donc, qu'avec 8 milliards, on en met des trucs dans les hôpitaux, on en fait des campagnes anti-tabac, on en développe des molécules thérapeutiques et on peut sauver beaucoup plus de 50 vies. Mais là, ça n'a rien à voir avec le principe de précaution. C'est le comportement d'un décideur public pris dans l'exigence de que fait la police, que font les autorités. On laisse dans certains immeubles des ascenseurs dangereux. Et donc, le vrai sujet, c'est, je dirais, créer une certaine bienveillance mutuelle, faire comprendre aux gens qui édictent ou font appliquer des règlements que les acteurs économiques ont besoin de ne pas avoir plus de... Il n'est pas question de ne pas protéger les gens. Il est question d'essayer de les protéger à un coût raisonnable. De dire, voilà notre objectif de niveau de sécurité, comment peut-on faire les règles efficaces, c'est-à-dire garantissant le niveau de sécurité exigé par les citoyens, au moindre coût ou aux moindres contraintes pour les acteurs économiques. Donc ça, je dirais, c'est la bienveillance de ceux qui font des règlements par rapport à ceux qui agissent, et à contrario, elle repose sur une bienveillance de ceux qui agissent vis-à-vis de ceux qui font les règlements. C'est-à-dire si chaque fois qu'un gamin se casse la figure sur un toboggan de jardin public, le maire est mis en examen, effectivement, il y a un risque qu'il n'y ait plus de toboggan dans nos jardins publics. Alors, les enfants se casseront les pieds parce qu'ils aimaient bien le toboggan, mais effectivement, une fois de temps en temps, quand on a une toboggan dans les jardins publics, il y a un gamin qui se casse la figure, même si on l'a fait relativement aux normes. Voilà, je ne veux pas être plus long pour qu'on ait le temps de débattre. Merci. Alors j'ai quand même une question à vous poser. Votre histoire d'ascenseur m'y fait penser, parce que finalement on a économisé 50, on a épargné 50 vies, et on aurait pu en sauver beaucoup plus. Mais ça n'aurait pas été les mêmes. Et la question, là, est intéressante. Elle se pose, par exemple, dans le cas des vaccins. Si on vaccine tout le monde de l'hépatite B, on va épargner un certain nombre de vies de gens qui auraient pu mourir de l'hépatite B. Mais en revanche, on va en sacrifier d'autres qui vont avoir la sclérose en plaques, par exemple. Mais ce ne sera pas les mêmes. Et évidemment, ceux qui vont avoir la sclérose en plaques ne seront pas contents de s'être fait vacciner. Et donc là, est-ce que vous avez réfléchi à cette question et comment est-ce qu'on applique le principe de précaution dans ce cas-là ? Alors, je le répète, j'ai pris l'exemple un peu choquant des ascenseurs, mais les ascenseurs, ce n'est pas le principe de précaution, c'est de la prévention. On sait combien l'état d'entretien actuel des ascenseurs avant les réglementations
coûtaient en accidents graves par an. On avait toutes les statistiques des assurances. Et on sait au moins a posteriori combien on a mis pour les éviter. Donc on est dans le registre d'une prévention plus ou moins exigeante, de combien consacre-t-on à cette prévention, pas de la prévention, c'est-à-dire pas de l'incertitude. Le cas de l'hépatite B, aussi choquant que ça puisse paraître, ce n'est pas de la précaution non plus, parce qu'on sait à peu près quelle est la probabilité d'un individu non vacciné d'attraper l'hépatite B, on sait à peu près quelle est la probabilité de quelqu'un qui contracte l'hépatite B de faire des complications graves et d'en subir un grave handicap ou d'en mourir. Et puis, on ne sait pas exactement, et on a une incertitude sur disons, on a une suspicion que dans certains cas de vaccination, des scléroses en plaques sont apparues et que peut-être elles sont liées au cas de vaccination, mais on a un majorant. C'est-à-dire qu'on sait, d'après toutes les statistiques qu'on a, que ça arrive ou plus, alors je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est quelques ppm, quelques parties par million, c'est-à-dire pour 1 million de personnes vaccinées, on a au maximum, d'après les statistiques qu'on a, 3, 4, je ne connais pas les chiffres exacts, ne les retenez pas, personnes qui peuvent faire des complications. Et donc là, on peut prendre une décision de santé publique parfaitement rationnelle, puisque même s'il y a 4 personnes pour 1 million de vaccinés qui font une sclérose en plaques, il y a beaucoup plus de gens qui vont mourir ou faire des complications très graves à cause de la non-vaccination contre l'hépatite B. Donc, quelqu'un qui ne voit que l'intérêt de la santé publique collectif, on n'est pas dans le principe de précaution. Il dit « je vaccine tout le monde ». Mais alors maintenant, comme l'a dit Richard Emmanuel, qu'est-ce qui se passe? Si je vaccine tout le monde, Richard, qui ne contractera jamais l'hépatite B grâce à son vaccin, ne saura pas combien il doit m'être reconnaissant de l'avoir obligé à se vacciner. Par contre, Alexei, qui contractera une maladie et pense que c'est à cause du vaccin, va m'assigner en justice parce que je lui ai fait courir un risque et qu'il y a eu un vrai dommage. Et dans ce cas-là, dans le système du droit français, un juge d'instruction devra instruire, en disant, même si je lui donne les données, il dira oui, il y a eu dommage à quelqu'un, vous êtes responsable du dommage, vous le ministre de la Santé qui avez décidé de lui piquer la fesse, et donc vous devez rendre compte de votre action. Donc, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on aurait pu faire de différent dans le domaine de l'hépatite B, qui est un très bon cas, même si ce n'est pas le principe de précaution. Un ministre s'est dit, je ne veux pas d'ennui. Mais en même temps, je suis un professionnel consciencieux, je veux le bien des populations. Donc je vais faire une campagne d'information disant, on pense que c'est bien de vous faire vacciner, mais certains pensent qu'il y a peut-être des contre-indications ou des dangers, donc nous vous encourageons à aller voir votre médecin de famille et à lui demander si dans votre cas il vous conseille la vaccination. Et la vaccination sera gratuite. Donc vraiment l'État fait tout ce qu'il peut, il fait une campagne d'information en disant allez-y, allez voir votre médecin et c'est gratuit pour vous. Magnifique. Et s'il y a quelques bobos qui ne veulent pas se faire vacciner, ça sera leur décision. De toute façon, pour qu'une vaccination soit efficace, il n'y a pas besoin qu'il y ait 100%, et donc il peut y avoir quelques passagers clandestins, parfait. Qu'est-ce qui s'est passé en pratique? À Neuilly, où la plupart des gens ont un médecin de famille, le taux de vaccination a été de l'ordre de 95%. Donc effectivement, la probabilité d'une pandémie d'hépatite B à Neuilly est très faible. Dans certaines communes de Seine-Saint-Denis, où tout le monde n'a pas un médecin de famille, le taux de vaccination a été inférieur à 15%. Et la population est réellement à risque concernant l'hépatite B. Donc je ne suis pas certain que ce médecin ait pris la meilleure décision de santé publique. Alors, vous avez dit, est-ce qu'il faut être fasciste et vacciner tout le monde de bon ou de mauvais gré? Peut-être pas, bien qu'un hygiéniste pastorien dirait probablement que c'est la bonne solution, on peut aussi faire l'inverse, en disant on met un mot dans tous les carnets de correspondance des enfants, en disant sauf objection de votre part, le médecin vaccinera votre enfant la semaine prochaine contre l'hépatite B. Et si vous avez une objection, apportez-moi un certificat de votre médecin que vous serez allé consulter pour lui dire pourquoi vous avez peur de l'hépatite B, qui dira, bon, compte tenu des convictions personnelles des parents, j'accepte que le petit Charles machin ne soit pas vacciné. Dans ce cas-là, vous aurez dans tous les quartiers peut-être 1 ou 2% de pas vaccinés.
vous aurez respecté les convictions intimes et profondes d'une petite minorité de la population et vous aurez protégé la population dans son ensemble. Et ce n'est pas le principe de précaution. Oui, en écoutant Thierry, je me suis dit, bon, je vais vous montrer dans quelle mesure le mauvais œil est aussi important comme facteur de décision que le calcul bénéfice-risque. Vous avez compris pourquoi le mauvais œil. Je devais être malade, enfin je devais être dopé malade, renverser Richard Emmanuel, vous avez retenu les quelques phrases. Et ce qui est, à part ces blagues-là, ce qui est important, à mon avis, c'est de retenir dans quelle mesure, de comprendre dans quelle mesure l'homme qui décide n'est pas un calculateur de bénéfices et de risques. Alors, je ne veux pas parler de mauvais œil en l'occurrence, mais de cette petite anecdote. Alors, dans cette anecdote, devant le Premier ministre d'un pays apparaît un beau jour un entrepreneur, des yeux brillants, vraiment un innovateur, comme on les aime, et il le dit. Alors, cher Premier ministre, je vous propose une nouvelle technologie. Alors, si vous l'adoptez dans votre pays, mais ça bouleversera la vie de votre pays. Alors, l'économie sera le PIB multiplié par 10. Il y aura du travail pour tous, ou presque. Les gens ne vivront vraiment pas comme avant. Tout va changer pour le bien de votre pays. Alors, le Premier ministre le regarde et lui dit, mais bon, vous allez évidemment demander quelque chose en échange, n'est-ce pas? Il lui dit, oui, mais je vous demande seulement, bon, peut-être l'avis de 3000 de vos concitoyens par an. Le Premier ministre, horrifié, lui dit, mais partez immédiatement, sinon j'appelle la sécurité. Alors, vous avez compris, le Premier ministre venait de rejeter l'automobile. Alors, quelle leçon de cette anecdote? La morale de cette anecdote, c'est que la question n'avait pas été posée dans ces termes-là il y a un siècle. C'est qu'il n'y a pas eu de calcul bénéfice-risque dans ces termes-là. Et que les décideurs, le décideur, si on peut faire cette abstraction, pas qu'il a décidé ou pas, mais avait bien pris en compte d'autres facteurs, peut-être les émotions, peut-être les promesses, le mauvais œil ou autre chose, mais clairement, ce n'était pas le calcul bénéfice-risque dans le sens dans lequel nous l'entendons aujourd'hui quand nous parlons, comme Thierry l'a fait, de la théorie de décision rationnelle, qui est certes importante, mais l'aspect symbolique, je vais utiliser ce mot pour généraliser tous ces autres aspects-là, l'aspect symbolique est très important, la façon dont on en parle, les mots qu'on utilise, ou les images que vous avez vues tout à l'heure peut-être, sont très importants, donc soyez quand même très prudents quand on vous parle de ce citoyen qui calcule les risques et les bénéfices. Ce n'est pas tout. Merci, je vous avais promis que vous auriez la parole, alors il est largement temps de vous la donner. Est-ce que vous voulez réagir à ce que vous avez entendu? Est-ce que vous voulez compléter, poser des questions, que ce soit à nos deux intervenants ou bien aux comédiens qui sont pour certains encore là? Oui, je sais qu'il est là, j'en ai pas besoin, merci, c'est gentil. Quelqu'un s'inquiète beaucoup pour Oui, effectivement. Je ne l'ai pas perdu. Des réactions, des questions? André? Bon, peut-être qu'on va garder le micro aussi, ça sera compliqué. Oui, je vais essayer de... On répétera la question si jamais... Ouais. Je voulais prendre un exemple récent dans lequel il me semble que le principe de précaution peut éventuellement être invoqué, et dans lequel il y a aussi beaucoup de données statistiques, un peu comme celles de santé publique qu'on a mentionnées, c'est celui de la cigarette électronique. Parce que là, il s'est développé une
vitesse considérable. Il y a, je sais pas, je crois plus d'1 million d'utilisateurs en France. Et on ne sait pas vraiment les conséquences que peut avoir l'utilisation de ce système. En revanche, on sait que les gens qui abandonnent la cigarette pour utiliser ça, on imagine en tout cas, on suppose qu'ils en tirent des bénéfices. Mais on ne sait pas quel risque ils prennent. Comment est-ce que vous appliqueriez le principe de précaution dans ce cas-là? Je ne suis pas du tout un spécialiste de la cigarette électronique. Il est clair que si quelqu'un aujourd'hui proposait la cigarette tout court, le principe de prévention et pas de précaution pousserait à l'interdire totalement. Et même le principe d'équité aujourd'hui ferait qu'on devrait multiplier par 3 le prix du tabac. Je crois que la distribution de cigarettes contribue pour une petite quinzaine de milliards, je ne suis pas sûr du chiffre exact, au PIB, et que les dommages provoqués par le tabac coûtent 45 milliards. Donc, il pourrait être normal que les consommateurs payent pour les nuisances qu'ils font. Il faudrait le multiplier au moins par 3. J'ignore quelles sont les suspicions qu'on a de danger, de risque vis-à-vis de la cigarette électronique. À ma connaissance, la principale est que les utilisateurs absorbent tout de même un peu de nicotine. J'ai cru comprendre qu'ils en absorbaient quand même beaucoup moins qu'avec les cigarettes classiques. Donc, s'ils comparent le scénario « je ne fume rien » à « je fume une cigarette électronique », effectivement, c'est peut-être dommage de prendre une cigarette électronique. En général, la plupart des gens qui adoptent la cigarette électronique sont des gens qui fumaient quelque chose et qui se mettent à fumer des cigarettes électroniques. Donc, on n'a pas beaucoup de raisons objectives. Je ne crois pas qu'il y ait des scientifiques qui alertaient sur des dangers considérés comme très plausibles. Le danger, c'est que ce ne soit pas tout à fait inoffensif. Mais comme en général, les gens l'utilisent comme substitution d'un comportement beaucoup plus dangereux, je ne vois pas vraiment ici ce que donnerait l'application du principe de précaution, si ce n'est des mesures proportionnées et provisoires, c'est-à-dire un suivi épidémiologique de phase 4, comme disent les toxicologues, c'est-à-dire de faire des statistiques très suivies des pathologies qui affectent les fumeurs de cigarettes électroniques, pour savoir si éventuellement ils présentent des pathologies dans une proportion plus grande que le reste de la population. Mais par rapport encore une fois, je ne connais rien au sujet, mais une attitude raisonnable et précautionneuse consisterait juste à dire, quand un médecin fait une enquête à ses malades, en général, il lui demande est-ce que vous fumez, est-ce que vous buvez, il peut ajouter est-ce que vous fumez des cigarettes électroniques, et cela amènera peut-être à détecter des corrélations et des risques potentiels. Pour l'instant, je vois mal en quoi le principe de précaution viendrait empêcher cette innovation. Mais encore une fois, je pense que c'est la confiance, ça se construit. C'est-à-dire selon qui vend des cigarettes électroniques, vous allez être plus ou moins enclin à accepter son raisonnement. Et je crois que si, dans l'état de méfiance qu'a la société envers ses institutions, il appartient à tous de construire la confiance et évidemment, entre autres aux entreprises, aux industriels qui amènent une innovation, ils ne peuvent plus considérer la bienveillance générale comme a priori acquise. Enfin, à ma connaissance, mais je ne suis pas spécialiste de ça à l'Excel, je crois que dans beaucoup de communes, la circulation automobile a été interdite très longtemps. C'est-à-dire que les pouvoirs publics ont effectivement, à leur niveau local, interdit la circulation automobile et certaines villes ont refusé, par exemple, le train. On sait qu'Orléans, le centre d'Orléans est inaccessible par le train ou loin des lignes SNCF parce que les Orléanais avaient décidé au niveau municipal que le train était une invention dangereuse et qu'ils ne voyaient pas les bénéfices que ça leur apportait, donc ils ne voyaient pas de motivation pour courir les risques éventuels qui étaient plausibles. Donc certains premiers ministres fuiraient en courant, d'autres ne feraient rien. À la fin du XIXe siècle, certaines villes suisses ont décidé de ne pas installer de téléphone. En disant « Oh là là, les gens ne vont plus aller voir les uns les autres, ça va nuire aux relations humaines. Quel scandale! Non, pas de téléphone chez nous, pas de réseau téléphonique. » 20 ans plus tard, ils ont bien installé les réseaux téléphoniques.
qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Les normes et même les valeurs ont changé, ont évolué, ont coulé comme cet objet coule. Ça, c'est un phénomène fondamental pour comprendre l'évolution des nouvelles technologies. Les réponses binaires apparaissent souvent au début, les réponses oui ou non, les réponses polarisées. Avec le temps, ce qui évolue, ce sont pas seulement d'ailleurs les normes dont on a parlé, mais aussi les technologies elles-mêmes. Le téléphone portable, ça c'est un téléphone portable j'imagine. Le téléphone portable, aujourd'hui, c'est bien un téléphone donc avec une antenne qui transmet du signal, etc., comme il y a 20 ans. Enfin, au début de la téléphonie portable, vers le milieu des années 90. Mais en réalité, quand vous regardez ce qu'il y a dedans, ça a énormément évolué. Et aussi sous la pression sociale, on a demandé aux ingénieurs que le rayonnement des antennes soit diminué par rapport aux antennes d'il y a 20 ans. Cette chose s'appelle toujours une antenne, ça s'appelle toujours un téléphone, mais les propriétés techniques ont beaucoup évolué. Donc les normes évoluent, mais aussi les technologies évoluent. Et ce processus est plus ou moins toujours là. D'ailleurs, quelle que soit la génération des technologies que vous preniez, vous allez voir les choses qui étaient scandaleuses, voire inacceptables en ingénierie génétique ou technologie biologique pour la procréation dans les années 70, aujourd'hui sont beaucoup plus acceptables. Par contre, encore des choses nouvelles qui ne sont apparues depuis, aujourd'hui ne paraissent pas comme acceptables. Donc il y a toujours cette évolution. Voilà, peut-être. Oui, certains considèrent le principe de précaution comme une mise en quarantaine. Mise en quarantaine des bateaux qu'on laissait 40 jours en mer pour s'assurer qu'il n'y avait pas de maladie. Mais en fait, donc, pour une technologie, ça peut conduire à s'assurer qu'elle n'a pas de risque, mais ça peut permettre d'attendre aussi, de se préparer à l'accepter. Et donc, finalement, c'est une quarantaine qui peut aller dans les deux sens. Je trouve cette image très jolie et je dirais que la quarantaine, c'est une mesure provisoire et proportionnée. À l'époque où effectivement des maladies comme la peste se répandaient avec un certain délai d'incubation, faire débarquer des gens qui venaient de zones potentiellement contaminées et qui risquaient de propager la peste dans tout le pays, c'était quand même pas terrible comme initiative. Et comme on savait que si on les laissait macérer 40 jours, l'épidémie se déclarait de manière évidente sur le bateau et qu'au-delà de 40 jours, on pouvait considérer qu'ils étaient sains, c'est une très belle application du principe de précaution, de dire, bon, bah, on prend une mesure proportionnée, on bloque la cargaison pendant 40 ans, on ne l'a pas fait, je crois, dans le port de Marseille à une époque, parce que le bateau arrivait plein de soieries et qu'il y avait des clients pressés. Je crois qu'il y avait une foire à Lyon, je ne sais pas où on voulait absolument cette marchandise, et ça a été le début de la propagation de la Grande Peste de Marseille au XIIIe siècle. Donc, ce non-respect des règles de précaution et de ces mesures proportionnées et provisoires, 40 jours, a quand même coûté très très cher. Et puis il y a un petit problème avec les moratoires, parce que ce que tu viens d'appeler quarantaine s'appelle aussi moratoire. C'est qu'un moratoire, il est efficace quand tout le monde le suit. Alors, qui est le tout le monde en question avec les nouvelles technologies? C'est quoi? C'est la recherche française, ou l'industrie française, une compagnie particulière, l'Europe, le monde entier? Qu'en est-il des Coréens et autres Chinois? Donc le problème avec, les moratoires, c'est que ça marche tant que la communauté en question est petite. En 1976, les gens travaillant à l'époque en ingénierie génétique ont décidé de ce qu'on appelle aujourd'hui le moratoire d'Asilomar. Vous avez peut-être entendu ce mot. Il a été suivi pendant quelques temps et puis levé par la même communauté
Le moratoire d'Asie-Lemar, à l'époque, disait bon, on va faire plus de recherches pour mieux comprendre les effets de l'ingénierie génétique avant de commercialiser ou de développer une technologie ou de faire des choses. Alors, autre exemple, il y a 3 ans, sur les virus de grippe dont je vous ai parlé, a été décidé par un comité d'éthique américain un moratoire. Un comité d'éthique américain, c'est miraculeusement plus efficace que ce que vous le pensez peut-être, parce que quand un comité d'éthique important aux États-Unis décide de mettre un moratoire, il est respecté pas seulement aux États-Unis, mais dans beaucoup d'autres pays. Surtout quand c'est sur des ventes en Iran. Oui, voilà. Donc, ce moratoire a tenu 1 an. Pourquoi a-t-il tenu 1 an? Et puis a été levé sous pression aux États-Unis des institutions finançant la recherche. Parce que, dans ce cas-là, les institutions, les National Institutes of Health, donc l'Institut national de la santé, qui est un peu l'équivalent de l'INSERM, mais même plus que l'INSERM, ça regroupe tout un tas d'hôpitaux, etc., a décidé que la poursuite de la connaissance a été plus importante qu'une décision philosophique finalement mal fondée, etc. Mais le NIH, ce n'est pas le même acteur que celui qui avait décidé du moratoire. Il participe, mais ce n'est pas le même. Donc, vous voyez que le problème de qui décide est important. Il y a un comité d'éthique qui déclare un moratoire. Tant que personne d'autre n'a rien dit, aux États-Unis, ça a marché. Et puis, 1 an plus tard, NIH a dit non, pas de moratoire. Et du coup, cette décision, c'est comme si elle est disparue. Pas seulement la compétition internationale, mais aussi des objectifs concurrents et différents, comme la poursuite de connaissances contre, par exemple, la commercialisation et le profit économique. Donc vous voyez qu'il y a ici des jeux de facteurs contradictoires qui font en sorte que quand on prononce cette phrase « décider de mettre un moratoire sur X ou Y », cette phrase, en réalité, n'a que très rarement une mise en route pratique. Et le plus souvent, elle n'en a. Quelqu'un d'autre veut intervenir? Oui. Moi, j'étais intriguée par l'histoire de la finance par rapport à l'ascenseur et par rapport à la santé. Parce que là, il y a effectivement des morts qui sont en jeu, mais me semble-t-il, personne ne se pose de questions quand on met probablement le même type d'argent pour un ravalement qui ne sauve personne, voire tue des ouvriers. Il me semble que l'argent, d'abord, c'est pas les mêmes personnes qui le dépensent, ce sont les privés, les propriétaires qui dépensent pour leurs ascenseurs ou pour leur ravalement, alors que le reste, c'est plutôt l'État qui le prend en charge. Et puis que de toute façon, il me semble que l'argent, à partir du moment où elle rémunère quelqu'un, elle va circuler et justement, ça va faire le contraire de l'austérité, c'est-à-dire que ça va faire circuler les choses. Donc je me pose des questions sur ce type de remarques, en plus de ça, qu'il y a plein d'autres façons. On peut créer l'argent aussi comme on veut, il suffit qu'on le décide ensemble, donc on n'est pas obligé de laisser nourrir les gens, ça c'est un type d'économie qu'on a aujourd'hui. Voilà, donc je me pose beaucoup de questions sur ce type de regard sur la distribution financière. Vous posez un débat beaucoup plus vaste. Je ne suis pas certain qu'on puisse de manière illimitée créer de l'argent. Keynes disait effectivement que creuser les trous et les boucher, ça crée de l'activité économique, mais à un moment, un financeur a un budget limité, que ce soit un État ou une copropriété, et fait des choix. Si j'ai dû mettre tout l'argent que j'étais prêt à mettre dans l'embellissement et l'aménagement de mon appartement, dans les charges pour mettre les ascenseurs aux normes, et que je n'ai plus de quoi mettre mon installation électrique dans de bonnes conditions de sécurité, peut-être que
je n'ai pas pris la décision qui minimise le plus les risques que je prends en habitant l'immeuble. Si je suis beaucoup plus sensible à l'esthétique de mon immeuble quand j'y rentre qu'au fait de diminuer de 1 pour 10 millions la probabilité d'un dysfonctionnement de mon ascenseur ou de devoir être un peu vigilant et de vérifier avant de rentrer dans l'ascenseur qu'il est bien arrêté à l'étage, c'est un petit peu mon choix individuel. Donc évidemment, je me mets dans l'hypothèse très triviale où un acteur économique a un budget limité, que ce soit un gouvernement ou que ce soit un particulier. D'autres considèrent que c'est une hypothèse qu'il faut relaxer, mais je ne vous suis pas forcément là. Oui, c'est intéressant parce qu'en fait, on se rend compte avec cet exemple et avec d'autres, comme la cigarette électronique, les cigarettes en général, que le coût d'une mesure est extrêmement difficile à évaluer parce qu'il faut considérer le coût de la mesure, ce que ça a permis d'économiser et le coût des conséquences de la mesure. En l'occurrence, sur la cigarette, ça m'a amusé parce qu'on parle toujours du coût de la cigarette sur la santé, mais il me semble, en oubliant que, je vais être un peu cynique, pardon, mais qu'un fumeur qui meurt coûte moins cher qu'un non-fumeur qui reste en vie et qui touche sa retraite pendant 30 ans. Et si on commence à tenir compte de ça, alors peut-être que ça inverse de nouveau les coûts et que peut-être, d'un point de vue économique, l'État a intérêt, surtout qu'il touche la TVA, à continuer à vendre des cigarettes. Donc c'est extrêmement compliqué, c'est comme les éco-bilans, c'est extrêmement compliqué de savoir ce que coûte une mesure ou une non-mesure. Éliminons les fumeurs. Oui. Je me posais la question du côté mondial du principe de précaution, parce qu'en effet, si on prend une décision d'utiliser le principe de précaution et que le voisin ne le fait pas, ça peut nous toucher aussi. Donc, comment envisager ces questions-là Je me souviens d'un épisode dans une rencontre internationale d'un niveau assez élevé, avec des représentants gouvernementaux, etc., où la présidente d'un think tank américain est venue dire à un collègue français, de toute façon, vous l'avez déjà perdu. Parce que, avec votre principe de précaution, vous l'avez déjà perdu. Ça, c'est le point de vue américain. Et je vous assure, elle est partagée pas seulement par cette dame-là. De l'autre côté, quand vous voyagez en Asie, vous voyez que plusieurs pays asiatiques, y compris la Corée, la Chine, mais d'autres aussi, utilisent les pratiques, ou ce qu'on appelle les bonnes pratiques européennes, comme un exemple à imiter. Imiter à la lettre, pas toujours le contenu, mais toujours la lettre. L'Europe devient en quelque sorte, ce n'est pas une blague, c'est comme ça, un certain étalon du développement responsable des nouvelles technologies, quel que soit le sens de cette phrase. D'ailleurs, je vous signale que dans le Horizon 2020, le nouveau programme cadre européen de la Commission européenne, le volet sociétal donc pour la recherche européenne d'ici 2020 s'appelle Recherche et innovation responsable. Et ce volet sociétal contient, avec un certain budget très d'ailleurs conséquent, le volet propagation internationale de la notion de recherche et innovation responsable. L'internationalisation des bonnes pratiques européennes. Donc, d'un côté, clairement, vous avez un point de vue pragmatique et je dirais presque cynique, vous l'avez déjà perdu. De l'autre côté, on est conscient en Europe qu'on érige un certain étalon de processus réfléchi, responsable, et tous les mots-clés que vous voulez, pour rendre cette chose bonne. Il y a les deux. Non, je trouve la question que vous avez posée extrêmement pertinente parce qu'effectivement,
Richard Emmanuel a dit un peu d'où je parlais. J'anime un think tank d'industriels, enfin, un think tank financé par des industriels pour réfléchir aux enjeux de l'industrie. Et vous posez la question, non mais c'est bien joli que nous, on ait des standards de précaution beaucoup plus exigeants, mais est-ce que du coup, on ne va pas perdre notre industrie? Effectivement, des industriels disent, attendez, chez vous, vous cassez les pieds avec des règlements pris au nom de la précaution, ailleurs, on n'en demande pas tant, donc je vais produire ailleurs. La question est beaucoup plus générale, puisque est-ce qu'il faut interdire le travail des enfants du 8 ans, ce qu'on fait en France, mais ce qu'on ne fait pas dans d'autres pays, et donc des industriels préfèrent ne pas voir ce que font leurs sous-traitants d'autres pays, parce que c'est pratique. Ou est-ce qu'il faut utiliser des modes de production très polluants pour la planète? Et là, la question que vous avez posée est une question très profonde. Alors on peut y répondre en termes de soft power. Nous sommes en pointe de l'évolution et les autres espèces vont nous imiter parce qu'on est meilleurs. Et je partage ce que dit Alexei. Mais quelque part aussi, encore faut-il qu'on survive et que notre économie et notre industrie survivent. Donc il est essentiel, si on décide par consensus qu'on a des standards sociaux et environnementaux exigeants, et ça dépasse le seul principe de précaution en France, de dire qu'il ne faut pas que ce soit seulement des standards pour la production, mais pour la consommation. Donc si on met une écotaxe, par exemple, sur un bien produit en France, on se crée un handicap par rapport avec le même bien produit dans un pays qui n'a pas d'écotaxe. Mais si on calcule l'écotaxe d'après le contenu carbone, par exemple, du bien consommé, on dit, s'il vient de France de manière traçable, on sait combien il a émis de carbone, on taxe ce carbone-là. S'il vient d'ailleurs, soit il nous donne toutes les informations de traçabilité, on le taxe d'après son contenu carbone, en général supérieur dans des pays moins exigeants, et s'il ne nous donne pas, si ce n'est pas traçable, on considère qu'il a été produit selon le procédé le plus dégueulasse connu, et on taxe le contenu carbone du procédé le moins propre connu, et on rétablit une certaine équité. Et si on n'arrive pas au niveau européen, le niveau purement national n'étant plus pertinent, à créer des règles nous permettant d'appliquer des standards sociaux et environnementaux exigeants, en disant mais vous avez le droit de ne pas avoir les mêmes ailleurs. Simplement, nous avons le droit d'avoir ces standards et de taxer ce que les économistes appellent les externalités négatives. Contenu dans votre produit, on aura un vrai problème. Et donc, il est essentiel que l'Europe se dote d'outils pour répondre à la question que vous posez, parce que ne soyons pas angéliques et ne soyons pas vertueux jusqu'à la mort au détriment des gens qui ont besoin d'un travail. Alors un mot très rapide, sans aller beaucoup plus loin que l'Union européenne déjà. Prenez un exemple que j'aime beaucoup, l'Autriche. Alors en Autriche, donc les normes européennes s'appliquent, le principe de précaution est bien là, avec le traité de Maastricht, etc. Mais il se trouve que dans la constitution autrichienne, il y a un autre principe, qui est le principe d'interdiction d'un travail, la liberté de la recherche. La liberté de la recherche scientifique est inscrite dans la constitution autrichienne. Alors, les juristes en Autriche discutent à l'infini de l'applicabilité des deux principes dans certains cas, etc. Mais alors, vous êtes un entrepreneur à l'intérieur de l'Europe et vous allez créer une petite boîte et peut-être vous avez le choix entre l'installer dans un pays où il y a ce principe dans la Constitution, de liberté de la recherche, ou dans un pays où il n'y en a pas. Alors, vous voyez que quelles que soient les circonstances concrètes du débat juridique, etc., ces choses ont un pouvoir symbolique énorme. Donc là, vous n'allez peut-être pas chercher à la lettre le sens juridique de cette phrase dans la Constitution, mais le poids symbolique est aussi extrêmement important dans cette histoire de compétition internationale. Merci. On me fait signe que le buffet est prêt. Et alors, je voulais quand même juste donner le mot de la fin à Paul Boniface. Oui, c'était pas prévu, hein. Mais bien donc nous rejoindre. Paul, avec ses comparses, est donc l'auteur de cette pièce que vous avez vue. Et ça nous donnera l'occasion de les applaudir encore une fois. Juste une question, est-ce que, après avoir entendu tout ça, vous auriez écrit la pièce autrement? Si la question est très compliquée, c'est comment est-ce que vous avez écrit cette pièce? Qu'est-ce que vous avez voulu vous montrer?
pour répondre à la question, d'abord, il faut peut-être que je dise comment on a écrit la pièce, parce que sinon ça n'aura pas de sens. Ce qu'on a fait pour écrire la pièce, c'est qu'on a d'abord lu un peu tout ce qu'on a trouvé qui traînait sur Internet, dans les bouquins, notamment dans la liste des intervenants possibles pour dans la conférence de ce soir, la table ronde. On a lu tout ça, on en a discuté entre nous, on a ressassé ce que ça nous faisait penser, les questions que ça nous est posées, on a les obsessions de chacun qui sont ressorties et on a un peu débattu, peut-être pas aussi violemment que dans la pièce, mais on a commencé déjà à s'échanger des points de vue et à dire moi je trouve que quand même, et puis moi je trouve que bref. Et du coup, on a décidé de mettre ça en pratique dans une pièce et d'écrire quelque chose qui ressassait, qui posait toutes les questions qu'on s'était posées, qui ressassait tous les points de vue qu'on avait balayés. Et finalement, ce que j'ai entendu ce soir, c'était des choses que j'avais grossièrement lues, mais là je l'ai entendu plus précisément. Donc je pense que la pièce aurait été à peu près la même. Peut-être qu'on aurait été un peu plus influencé parce qu'on a entendu plus longtemps que d'autres, mais les questions que l'on se pose, finalement, elles sont toujours là. Et je pense que de toute façon, il n'y a pas de réponse, donc c'est normal qu'elles soient toujours là. Très bien. Merci beaucoup, merci aussi aux intervenants, bravo. Merci à Charlotte.